Ce 23 juin 2026, le président russe Vladimir Poutine déclare publiquement que toute négociation avec Volodymyr Zelensky est désormais impossible. Il invoque comme justification directe les frappes ukrainiennes contre des infrastructures civiles russes qu'il présente comme une stratégie délibérée de déstabilisation de la société russe. Cette déclaration s'inscrit dans une séquence dense de prises de parole. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, dans la même journée, avait qualifié l'Occident de première menace mondiale et accusé Washington d'avoir abandonné son rôle de médiateur pour devenir co-belligérant de facto. Le contexte immédiat. Depuis plusieurs jours précédant cette déclaration, le territoire russe, y compris la région de Moscou et la Crimée, subit des frappes de drones ukrainiens d'une intensité inédite selon les informations relayées dans la source. Des analystes et correspondants militaires russes réclament ouvertement l'abandon du cadre de l'opération militaire spéciale au profit d'une déclaration de guerre formelle. Les acteurs principaux. 3 pôles structurent le rapport de force: Moscou, Poutine plus Lavrov plus état-major militaire plus courant Faucon des analystes, Kiev, Zelensky plus forces armées ukrainiennes plus soutien OTAN, et Washington/Occident, désormais requalifié par Moscou en adversaire, non en médiateur. La Chine et d'autres puissances tierces restent en arrière-plan, non mentionnées dans la source mais analytiquement incontournables. La rupture du 23 juin 2026 n'est pas un accident diplomatique. Elle est le produit d'une accumulation de tensions structurelles. Premièrement, le cadre de l'opération militaire spéciale, imposée par Poutine dès février 2022, a toujours constitué une contradiction interne. Il permettait à Moscou de maintenir une économie de guerre sans mobilisation totale, mais au prix d'une contrainte opérationnelle croissante pour les forces armées russes. Les analystes militaires russes cités dans la source confirment que ce cadre limite les forces armées russes. Signal d'alarme structurel ignoré trop longtemps par le Kremlin. Deuxièmement, la médiation américaine portait en elle-même les germes de son propre échec. Washington ne pouvait simultanément fournir des armements à l'Ukraine, coordonner des frappes avec l'OTAN et se présenter comme médiateur neutre. Cette contradiction a mûri pendant des mois avant que Lavrov ne la nomme explicitement. Troisièmement, la montée en puissance de l'opinion publique russe, exposée aux bombardements quotidiens, crée une pression ascendante sur le Kremlin en faveur de représailles plus dures. La population qui voit la région de Moscou bombardée en longueur de journée, selon la source, ne tolère plus une posture défensive partielle. Le déclencheur immédiat est clairement identifié. Les 4 jours de frappe massive ukrainienne et vraisemblablement coordonnée avec l'OTAN, précédant le 23 juin 2026. Mais pourquoi maintenant? Les calculs politiques semblent triples. D'abord, désengager diplomatiquement avant une offensive majeure, en écartant les négociations, Moscou se libère de toute obligation de retenue. Ensuite, inverser la narrative. En présentant l'Ukraine comme l'agresseur frappant des civils, le Kremlin tente de regagner le contrôle du récit moral qu'il avait progressivement perdu sur la scène internationale. Enfin, répondre à une pression interne, les cercles militaires russes ont posé un ultimatum implicite. L'heure du durcissement a sonné. Il convient de formuler une hypothèse, non un fait établi. Il est possible que cette déclaration soit aussi une manœuvre préparatoire à une opération militaire de grande envergure dont la logique rhétorique vise à déblayer le chemin, selon l'expression même utilisée dans la source. Légitimité constitutionnelle/institutionnelle, Zelensky, dont le mandat présidentiel a expiré en mai 2024 sans élection possible en temps de guerre, fait face à une contestation de légitimité formelle que Moscou exploite systématiquement. Poutine, lui, s'appuie sur les référendums d'annexion de 2022, contestés par la communauté internationale, pour revendiquer une légitimité territoriale sur 4 oblasts ukrainiens. Légitimité populaire, en Russie, la mobilisation de l'opinion publique autour de la défense du territoire bombardé confère à Poutine une légitimité de guerre renouvelée. En Ukraine, la résistance armée et le soutien populaire à Zelensky restent réels, mais sous pression d'une guerre d'usure prolongée. Légitimité morale/historique. C'est le terrain le plus disputé. Moscou tente de se repositionner en victime d'une agression occidentale par Ukraine interposée.
Kiev se présente comme la défense de la souveraineté nationale contre une puissance impériale. Ces deux légitimités morales sont structurellement irréconciliables, ce qui explique l'impossibilité croissante du dialogue. Économiquement, la Russie supporte depuis 2022 une économie de guerre sous sanctions. L'escalade militaire, si elle se confirme, implique une mobilisation accrue des ressources, une pression budgétaire supplémentaire et une dépendance renforcée vis-à-vis de la Chine et de l'Iran. Cette contrainte économique n'est pas absente des calculs. Une guerre longue et totale a un coût que même une économie partiellement autarcique ne peut indéfiniment absorber. Géopolitiquement, la requalification de Washington en co-belligérant par Lavrov est un signal majeur. Elle signifie que Moscou considère désormais le conflit ukrainien comme un affrontement direct avec l'Occident collectif et non plus comme une guerre régionale. Cette lecture, interprétation, non fait certifié, ouvre la voie à des représailles élargies, potentiellement hors du théâtre ukrainien. La Chine, absente de la source, demeure le pivot silencieux. Son positionnement déterminera les marges de manœuvre réelles de Moscou dans une logique d'escalade totale. Moscou repositionne ses pièces selon une logique triple. Isoler Kiev diplomatiquement, délégitimer Washington comme interlocuteur et préparer l'opinion interne à une intensification des opérations. Les correspondants et analystes militaires russes, en réclamant la fin du cadre de l'opération spéciale, agissent comme caisse de résonance et comme groupe de pression sur le Kremlin. Du côté ukrainien et occidental, les frappes qui se poursuivent à 15h GMT le 23 juin, selon la source, indiquent une absence de désescalade volontaire. L'OTAN semble avoir franchi un seuil de co-belligérance assumé, au moins tactiquement. L'opinion publique russe, exposée aux bombardements quotidiens, constitue un acteur à part entière. Elle pousse vers le durcissement, ce qui réduit mécaniquement l'espace politique de Poutine pour toute concession négociée. Sur le plan strictement russe, le passage d'une opération militaire spéciale à une déclaration de guerre formelle impliquerait un vote du Conseil de la Fédération, une mobilisation légale élargie et un réaménagement du cadre juridique de l'économie de guerre. Ce saut institutionnel n'est pas encore franchi au 23 juin 2026, mais les appels en ce sens constituent un signal d'alarme institutionnel fort. Sur le plan international, l'accusation portée contre Washington d'être devenu co-belligérant ouvre une zone grise juridique dangereuse. Si Moscou formalise cette qualification, elle se donne une base rhétorique, non nécessairement juridique, pour étendre le conflit. La séquence rhétorique de Poutine, désigner l'adversaire comme illégitime, écarter le médiateur, préparer l'opinion à l'escalade, rappelle la dynamique du Kosovo en 1999, lorsque Milosevic avait successivement rejeté les médiateurs occidentaux avant l'intervention de l'OTAN. La différence fondamentale est que la Russie dispose de l'arme nucléaire. Plus proche structurellement, la manœuvre de Poutine évoque la rhétorique de juin 1941, l'URSS accusant la Finlande d'avoir frappé en premier pour justifier l'offensive d'hiver. Il s'agit dans les deux cas d'une inversion de la charge agressive pour légitimer une escalade préméditée. Cette lecture reste contestée par les partisans d'une lecture strictement défensive du comportement russe. Dans le contexte africain, cette logique d'escalade rhétorique préparatoire rappelle les dynamiques observées avant les coups d'État sahéliens de 2021 à 2023. Dans chaque cas, la désignation d'un ennemi extérieur, France, CEDEAO, a précédé et justifié le durcissement interne. Si Moscou a effectivement décidé d'abandonner la perspective d'un règlement négocié, la question qui s'impose n'est pas si l'escalade aura lieu, mais qui, parmi les puissances non occidentales, Chine, Inde, Turquie, Brésil, sera en mesure et en volonté d'imposer à la Russie le coup diplomatique suffisant pour qu'un nouveau cadre de négociation redevienne politiquement tenable pour le Kremlin.